Bonjour à tous. Bonjour à Raoul Dufilin d'Or. Bonjour à son directeur de mémoire, le professeur Franck Lotur. Et bonjour à mon collègue Nelson Sylvestre, qui est le rapporteur du mémoire de Raoul Dufilin d'Or. Raoul Dufilin d'Or a à nous présenter le résultat de son travail de mémoire qui est intitulé « L'impact de l'instabilité politique sur la garantie des droits humains en Haïti de 2020 à 2024 ». Le cas de la commune de Port-au-Prince. 2020-2024, effectivement, on est en plein dans la période de turbulence et d'insécurité où les droits humains ont connu quelques difficultés. Alors, je passerai immédiatement la parole à Alain Pétron. Il a 10 minutes pour présenter son travail. Ensuite, je demanderai au docteur Nelson Sylvestre de faire son rapport oral. Et puis, je passerai ensuite la parole au professeur Franck Lotur. Et ensuite, moi, je viendrai mettre mon point de vue dans tout ça, pour Raoul. Alors, Raoul, tu as la parole. Tu en as pour 10 minutes. C'est bizarre, on dirait que Raoul, tu ne vois pas. Ah bon? Raoul, tu l'avais aperçu tout à l'heure là? On dirait oui, mais bon, est-ce qu'il a un problème de connexion? Raoul? Sauf s'il ne sait pas que nous sommes ponctuels à l'IUS, il ne sait pas que pour nous, 14h10, c'est 14h10, c'est pas 14h15. J'espère que tous les étudiants ont bien compris qu'à l'IUS, la ponctualité, c'est un critère fondamental à l'IUS. Est-ce que le professeur Franck Lotur est là aussi? Franck a des difficultés. De toute façon, ce qui m'inquiète, c'est Raoul, puisque je ne le vois pas connecté, même par WhatsApp. Il aurait dû prendre les dispositions pour être présent et à l'heure. Bon, je l'appelle pour voir. C'est pas normal, ça. Sinon, il va rater sa soutenance. On rappelle aussi à l'IUS, le travail est évalué, et le document, le contenu est évalué, tout comme la présentation orale. Document sur 75%. Voilà. Bon, ça ne passe pas du tout pour lui. J'espère qu'il n'a rien. Eh bien, le conseil académique va... Donnez-nous une minute, et Doc, une minute. Ah, d'accord. Il est de Jacmel, je crois. OK. Oui, il est là. Ah, d'accord. OK. Mais comment il est là et il n'est pas prêt? Il est arrivé en retard. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Il va utiliser certainement les équipements de l'IS. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'a pas compris qu'il faut être à l'heure. Bon, c'est comme si tu es le président, c'est à toi de gérer. Oui, mais je ne comprends pas. Il a dit, ça fait le troisième ou le quatrième jour où on fait des soutenances. Il a bien compris qu'on ne rigole pas sur la ponctualité. J'espère qu'il a pris comme mesure de suivre ce qui se fait dans les précédentes soutenances pour voir comment ça se déroule. Et donc, il a dû voir que la ponctualité pour nous, c'est fondamental.
Il aurait dû présenter sans ça. Où est-ce qu'il est? Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chère Excellence, Monsieur le Président du jury. On vous remercie pour la parole donnée et désolé pour le problème technique. Chers membres du jury, nous introduisons des propos par de chaleureux mots pour vous remercier pour votre présence en cette présentation de mémoire en dépit de vos grandes occupations. Donc, comme vous le voyez, nous avons comme titre du mémoire « Impact de l'instabilité politique actuelle dans la garantie des droits humains en Haïti ». Donc, c'est sous la direction du professeur Franck Loture en vue de l'obtention du grade de licencié. Comme plan, nous avons l'introduction, la problématique, le cadre méthodologique, la présentation des principaux résultats, ainsi que la conclusion et perspective. Dans l'intérêt du sujet, notre démarche est strictement basée en tant que chercheur qui exige un changement radical dans le système, à savoir l'État haïtien. En deuxième lieu, nous avons comme motif le désordre total au niveau des institutions. Tout cela entre dans notre étude. Dans la justification et contexte, nous avons une conséquence grave de la corruption au sein de l'appareil étatique, l'incapacité de l'État à respecter les droits fondamentaux des Haïtiens à l'heure actuelle, l'absence d'un parlement, la situation alarmante des gens dans des zones vulnérables. Dans la problématique, donc, nous posons la question, alors cette question, en quoi l'instabilité politique actuelle nuise-t-elle la garantie des droits humains en Haïti de 2020 à 2024? Nous avons suggéré trois grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est si l'instabilité politique de 2020 à 2024 est due à une défense des trois pouvoirs de l'État haïtien, alors les obligations constitutionnelles faites aux trois pouvoirs de l'État haïtien n'ont pas été respectées. Les fonctions régaliennes de justice, de la sécurité publique n'ont pas été remplies. Les manifestations de l'autocratisme traditionnel et le présidentialisme autoritaire ont effondré l'État haïtien. Donc, c'est ce qu'a dit Sauveur Pierre-Étienne dans son ouvrage intitulé « L'effondrement de l'État moderne ». Nous avons comme objectif de recherche d'examiner la fragilité des institutions face à ce phénomène, cerner l'impact des violations des droits fondamentaux, identifier les dégâts de cette crise socio-économique, sanitaire, éducative et judiciaire. Dans la structure de notre étude, il compose 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le cadre conceptuel et théorique de l'étude. Le deuxième chapitre, c'est le cadre méthodologique. Le troisième chapitre, c'est pour l'analyse et l'interprétation des résultats. Pour la méthodologie, donc, nous avons utilisé une approche qualitative. Donc, pour atteindre ces objectifs, cette approche-là a été adoptée. Donc, le site de l'étude, c'est surtout la commune de Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti. Elle est choisie en raison du lieu central même de l'origine de cette crise, de la majorité des dégâts causés comme le kidnapping, l'insécurité active, le chômage. Ils font la une de l'exemple et l'étude parfaite des violations des droits humains. Pour les méthodes utilisées, nous avons une technique documentaire, ce qui nous permet d'analyser et de dépouiller certains documents qui ont trait à notre étude. Nous avons consulté des documents, des travaux de fin de cycle, des mémoires, des ouvrages relatifs au phénomène des droits humains. La méthode analytique aussi, celle qui nous permet d'analyser les textes de loi relatives à notre champ d'étude. Donc pour l'entretien, c'est surtout semi-directif. Comme source documentaire, nous avons la bibliothèque numérique de classiques des sciences sociales, la bibliothèque numérique de Z-Librairie, la plateforme études caribéennes, Open Editions Journal, presse de l'Université de Montréal, la bibliothèque numérique de l'UIS. Nous avons aussi
comme site percé.fr ainsi que thèse.fr. Des outils utilisés, la grille d'entretien est adressée à des étudiants à la FACH, alors Faculté des sciences humaines, et à FE, Faculté d'ethnologie, des journalistes à la radio Métronome, des médecins et infirmières stagiaires à l'hôpital Saint-Michel, des commerçants et des chauffeurs de taxi. Nous avons dans la présentation des résultats et le système judiciaire qui a confronté des grèves de juges d'huissiers au cours des périodes allant de 2020 à 2024 du côté de la PNH. Donc, nous avons 13 000 agents qui sont actifs pour une population de 12 millions d'habitants, soit un agent pour 1000 personnes. Le moniteur a estimé que le budget de la PNH s'élevait à 16 milliards de gouttes. 300 à 400 policiers sont morts dans les 4 dernières années. Le service des droits de l'homme du Bureau intégré des Nations Unies, dans son 4e rapport d'octobre à décembre 2023, a reçu 2325 victimes de meurtres, de blessures et d'enlèvements à partir de l'année 2023. Du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, la BINU a constaté 81 violations des droits humains commises par les agents de la PNH. 14% de la population analysée, qui équivaut à 1 million de personnes en phase 4, c'est-à-dire en urgence, et 30%, environ 2 millions, 35 de personnes en phase 3, c'est-à-dire en crise, donc d'après l'IPC. En conclusion et perspective, et en termes de contribution, notre travail stimule les dirigeants, plus précisément les membres du CPT, et en parlant du Conseil présidentiel de transition, à s'organiser pour renforcer les institutions, pour apporter des idées nécessaires aux politiques et aux juristes dans leur travail de recherche. Cette conclusion et perspective offre aussi des pistes nécessaires aux activistes des droits humains dans leur combat pour le respect de la Charte de 1945. En perspective, notre étude peut être utilisée pour la promotion d'un état de droit en bonne et due forme, pour une justice plus distributive, comme le soulignait John Rawls, pour un respect total des droits humains en Haïti. Chère Excellence, Monsieur le Président, chers membres du jury, nous n'avons nullement l'intention d'avoir un travail parfait. C'est pour cela, nous vous le remettons à travers vos recommandations. Et déjà, merci pour votre écoute attentive. Merci. Merci, Raoul. Là, le docteur Nelson Sylvestre, s'il est là, je vais lui passer immédiatement la parole. Voilà, docteur Sylvestre, je te vois, tu es là, tu as la parole. Merci, docteur Selimène. Merci également pour la présidence. Et bonsoir à l'auditoire et également bonsoir à Raoul Dufy Lindor et pour son travail et pour sa présentation. Alors, je vais procéder de la même façon comme dans les cas précédents. Des interrogations et ensuite je reviendrai pour les commentaires et remarques. Première interrogation, tu dis instabilité politique. Et puis-je avoir une définition de ce concept? Instabilité politique. C'est la première interrogation. Deuxième interrogation, on parle de droits humains dans ton travail. Et je sais également qu'on dit droit de l'homme, droit de la personne, droit universel. Voyez-vous une différence entre ces notions-là? Humain, droit de l'homme, la personne, droit universel. Ferais-tu une différence de ces expressions? C'est la deuxième interrogation. Non, tu ne réponds pas maintenant, non, tu prends note. Oui. Et troisième interrogation. Si tu devrais
fixer le champ de ton mémoire entre le juridique, le politique et le philosophique, lequel de ces champs-là tu avoir mis en compte? Le juridique, le politique et le philosophique. Lequel? Lequel considéré dans ton travail? Et puis, dernière interrogation. Connais-tu l'histoire de Caméléon? Ok, merci, Monsieur le Président. Ce sont là mes interrogations à l'impétrant et puis je reviendrai des considérations d'autres. Oui, merci, docteur. Non, attends, c'est le Président qui... Non, je ne t'ai pas donné la parole. Je ne t'ai pas donné la parole, Raoul. Oui, docteur, on vous écoute. Merci, docteur Sylvestre. Docteur Providence, aurais-tu, puisque je ne vois pas le docteur Lauture, aurais-tu des remarques à faire à Raoul? Oui, alors merci, Monsieur le Président. Bonsoir Raoul, bonsoir tout le monde. Bonsoir vraiment et merci pour cette présentation, Raoul. Je dois te féliciter pour ton travail que j'ai à un moment donné autorisé. Hein, il faut le reconnaître. D'accord? Et puis, pourquoi cette décision? C'est pour ça que je voulais aussi expliquer aux uns aux autres et le fonctionnement de l'IUS. D'accord? Parce que la décision vient du fait que il y a pour nous un minimum en matière de contenu qu'un document doit avoir. Quand on accepte un document d'un étudiant, hein, et il y a des gens qui pensent que bon ben c'est pour avoir 100 sur 100, c'est pas ça du tout. Hein, la soutenance c'est l'occasion pour permettre à l'étudiant d'améliorer son travail. Donc, c'est ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de l'étudiant. Et même ça va au-delà. Pourquoi? Parce que l'assistance, que ce soit les jeunes qui sont en L2, L3, hein, eh ben, ils pourront déjà se projeter, tout comme dans l'assistance, il peut y avoir des invités qui auront bientôt à présenter un pareil travail, au moins qu'ils sachent comment ça se passe vraiment dans la vraie vie. Bon. Maintenant, il faut le reconnaître, tu auras à revenir sur ton texte, hein, selon les recommandations, hein, et il y a des éléments hein, qui sont déjà, on ne va pas les reprendre, hein, qui sont déjà dans le canevas de l'IUS. Hein, donc, je t'invite à revenir et reprendre le document selon le canevas de l'IUS. Mais je trouve que, et ça méritait quand même hein, une autorisation vu ce que tu avais quand même accompli. D'accord? Donc voilà, c'est donc à l'IUS, ce qui se passe, c'est qu'il y a le conseil académique hein, qui joue ce rôle de superstructure, qui stabilise hein, les éléments de contenu à l'IUS. Et c'est très, très important de le savoir parce que quelqu'un peut toujours tout reprocher à l'un de nos étudiants, mais pas ce que le conseil académique a arrêté comme norme. Parce que je rappelle que dans le conseil académique, eh bien, il n'y a que des enseignants-chercheurs. Je parle d'enseignants-chercheurs vraiment à partir de leur grade et qualité. Donc, c'est ça. Surtout, il y a des documents qui sont produits uniquement par rapport, alors c'est un conseil ou en formation restreinte. C'est-à-dire, dans le conseil académique, il y a également des étudiants. Mais quand on va parler de structuration de mémoire, de recherche, de faire des choses, il n'y a
que des enseignants, chercheurs qui sont habilités à produire ces genres de réflexions. Donc, voilà pourquoi je voulais faire ce point. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et j'espère que je n'ai pas de questions pour lui, mais j'espère qu'il va reprendre également son travail, puisqu'il y a des, même dans les citations, il y a des choses à corriger. Et tant que ce n'est pas fait, tu n'auras pas droit à ton parchemin de diplôme. Donc, je rappelle que on ne rigole pas à l'IUS, mais on n'est pas non plus dans la maltraitance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Docteur Providence, pour ce petit rappel important pour les uns et les autres. Un rappel du fonctionnement de l'IUS, rappel qui n'est pas du tout inutile, puisque, étant donné que l'IUS a un fonctionnement totalement différent de bien des universités qui sont sur la place, donc les uns et les autres, et particulièrement les usagers, les étudiants, ne sont pas encore vraiment habitués au fonctionnement de l'IUS. Mais on voit bien qu'il y a progressivement, chaque année, ceux qui se donnent la peine de lire les documents, ceux qui se donnent la peine de venir écouter les soutenances, ceux qui se donnent la peine d'aller sur le site de l'IUS où il y a tout. Mais tout cela, on voit bien qu'ils s'imprègnent progressivement du modèle de l'IS, de l'état d'esprit de l'IS, je dirais même de la culture de l'IS. C'est une culture, et c'est une culture nouvelle, et comme chaque modification de structure mentale, comme chaque modification de structure, ça demande du temps. Bon, ça fait 4 ans qu'on répète le modèle, il y en a qui, comme je l'ai dit, qui le possèdent parfaitement. Il y a des étudiants qui le possèdent parfaitement, même qui l'expliquent à d'autres camarades, qui nous aident d'ailleurs à expliquer à d'autres camarades c'est quoi le modèle de l'IS, c'est quoi un CC, c'est quoi un ETE, c'est quoi un ETO. Il y en a qui nous aident à faire ça parce qu'ils l'ont bien compris. Donc, on les remercie d'ailleurs. Donc, il y a des règles, il faut les respecter et l'établissement ne va pas s'aligner sur les règles d'un professeur ou sur les règles d'un étudiant, mais les professeurs et les étudiants vont s'aligner sur les règles de l'établissement. Il faut que tout le monde en soit conscient. D'accord. Maintenant, concernant le travail de Raoul, j'ai l'impression que c'est un travail qui l'a passionné, c'est l'impression que j'ai. Il a, au-delà des remarques que je vais faire tout à l'heure, mais il a eu le souci de respecter les règles. Il n'a pas inventé de règles. Ce qui est très important, contrairement à d'autres qui nous inventent des petits A, des petits B, il y en a qui nous inventent des règles. Lui, il a regardé le document, le canevas, le document de structuration des règles, et il a tenté de le respecter, même si le président l'a dit, concernant la bibliographie, il y a des petites choses à revoir. En parlant de la bibliographie, on constate qu'il a beaucoup de références récentes, et j'ai apprécié des références de 2020, 2021, 2023, totalement récentes, c'est très bien. Vous allez me dire, oui, s'il travaille sur une PS 2020-2024, il ne peut pas avoir des références de 1970. Oui, mais on a vu qu'il y a un effort de se mettre à jour sur son sujet. Voilà. Ça, c'est et puis, c'est un bon travail. Parfois, on peut dire qu'il a une bonne rédaction. Parfois, il a une bonne écriture. Parfois, il se paye même certaines coquetteries langagières. Et puis, il a une certaine culture, il fait montre d'une certaine culture tout au long de sa rédaction, tout au long de son travail. Cependant, dans son travail, il n'a pas relu suffisamment attentivement. Et ça rejoint un petit peu le commentaire du président Providence qui disait au dernier moment, etc., etc.
Moi, je trouve toujours ça un petit peu dommage que des étudiants qui sont informés qu'ils ont un mémoire depuis le mois d'octobre et qu'en mai ou en juin, ils sont en train de se débrouiller pour respecter les règles, etc. Ça, je trouve ça dommage. Et ça a créé un certain nombre, parfois, un certain nombre de petits soucis du genre, il y a beaucoup d'articles qui sautent. Il y a beaucoup d'articles qui sautent. Par exemple, le, sur, par exemple, c'est effectué et est effondré au lieu de c'est effondré. Le pays s'est effondré, on dit pas, mais est effondré, on ne dit pas ça. Comme donne feu vert, donne le feu vert. Il y a beaucoup d'articles là, les articles sur le, là, sautent quand même, hein, donne le feu vert. Le pays s'est basculé, le pays a basculé dans le désordre, a basculé, tu vois. Il y a des fautes comme ça, alors que de notre côté, on voit que c'est l'absence d'une relecture. L'absence d'une relecture. Parce que tu t'es pris en retard, hein, et tu dis temps en temps, mais c'est de temps en temps. Le 2 a sauté aussi. De temps en temps, on avait de l'Internet. Pas temps en temps, on n'a pas l'Internet. C'est pas la même chose. C'est de temps en temps. De temps en temps. D'accord? Donc, il y a eu c'est pourquoi je tiens à ce que tu t'asseyes, que tu prends ligne par ligne, alors que ça dénature l'ensemble d'un rédactionnel qui semble tenir la route, quoi. Qui semble tenir la route. Alors, sur le fond, j'ai peur que l'impétrant n'ait vu le désordre qu'à travers les Haïtiens. Il n'a pas vu le désordre que Haïti vit de façon plus large, suffisamment large. Il dit la corruption. Enfin, je trouve qu'il assassine trop souvent les Haïtiens, quoi. Il n'ouvre pas suffisamment les origines, hein, les origines du désordre. Les origines du désordre ne proviennent pas toujours et uniquement d'un état dysfonctionnel, de la corruption, etc. Ça peut même être, dans certains cas, les conséquences du désordre. Ce que tu prends pour les origines. Ça peut être les conséquences du désordre. Donc, je trouve que tu n'as pas vu dans sa totalité les origines du désordre. Hein? Il manque une dimension plus large. Hein? Parce que un désordre aussi récurrent, aussi profond, aussi long, c'est qu'il y a des forces qui maintiennent ce désordre. Il y a des forces hautes qui maintiennent ce désordre. Ce n'est pas par hasard, ce désordre-là. S'il était ponctuel, et puis on voit où on va, et puis tac, c'est réglé. Bon, on peut dire ce que tu dis. Mais quand c'est long, c'est profond, et que ça laisse au bord de la route autant de milliers d'individus, c'est que les choses sont beaucoup plus en profondeur qu'il faut les analyser. Et puis, je voulais juste que tu réfléchisses sur quelque chose que tu dis. Il y a un double phénomène pour expliquer un double phénomène pour expliquer, ou plutôt pour converger vers la civilisation, puisque tu sembles dire que tel que ça fonctionne, on n'est pas encore dans une vraie civilisation. Hein, si on lit bien ton travail, on n'est pas dans la civilisation. Alors qu'on est dans la civilisation, mais il y a des choses, il y a des forces qui empêchent qu'on converge vers une civilisation. Tu dis qu'il y a deux forces. Une force, pour converger vers la civilisation, il y a deux phénomènes qui se manifestent en même temps.
beaucoup de perturbations, beaucoup d'améliorations. C'est ça qui converge vers la civilisation. C'est ce que tu dis. Alors, est-ce que tu penses que, c'est une question, est-ce que tu penses qu'une fois que tu as eu les perturbations et que tu as eu beaucoup d'améliorations, que la barbarie, et là je ne parle pas d'Haïti, je parle du monde entier, là où il y a des sociétés humaines, hein, partout. Une fois que tu as fonctionné avec ce double phénomène, hein, beaucoup de perturbations et beaucoup d'améliorations, est-ce que ça veut dire qu'à long terme, on converge inexorablement vers l'apaisement, vers la civilisation? Inexorablement. C'est ce que tu sembles dire dans ton travail. Je voulais que tu réfléchisses sur ces phénomènes-là. Je ne sais pas si tu es sociologue, mais je sais que les sociologues ont posé ce problème à plusieurs niveaux. Toi, tu es juriste, d'après ce que je comprends, oui? D'accord. Alors, donc, si le collègue Nelson Sylvestre permet, est-ce que je peux repasser la parole immédiatement à Alain Pétron? Oui, parce qu'il n'a pas encore réagi à mes interrogations. Tout à fait. Alors, Raoul, tu as la parole. Merci, cher président. Merci, cher président, de m'avoir donné la parole. Et merci aussi, Dr. Nelson Sylvestre, pour ces interrogations fort intéressantes. Vous m'avez demandé de vous définir ce qu'est réellement l'instabilité politique. Alors, il existe plusieurs types d'instabilité. Donc, nous avons l'instabilité au niveau politique, l'instabilité au niveau administratif. Donc, le cas ici, c'est l'instabilité politique. Donc, l'instabilité politique ici se définit comme une émergence de crise qui se fait au niveau du système, alors au niveau du système étatique, dans lequel nous avons un décalage au niveau des institutions, que ce soit institutions judiciaires, que ce soit au niveau parlementaire, que ce soit aussi au niveau éducatif. Vous m'avez aussi demandé de vous donner une différence entre, étant donné que j'ai parlé, que j'ai fait mention de droits humains ainsi que droits de l'homme. Vous m'avez demandé est-ce qu'il y a une différence entre droits de l'homme et droits humains. N'est-ce pas, M. Sylvestre? OK. Donc, j'ai parlé de droits humains, droits de la personne, droits de la personne, j'allais oublier, droits de la personne. Droit universel. Droit universel. Droit de l'homme. Droit de l'homme. Donc, établissez-vous une différence entre ces concepts-là? Droit universel, droit de la personne, droits humains, droit de l'homme. Alors, pour les droits de l'homme ainsi que les droits humains, il n'existe pas vraiment une différence entre ces deux droits-là. Donc, les droits humains ainsi que les droits de l'homme, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. À part les droits de la personne qui concernent strictement les droits fondamentaux qui directement ont pris naissance en Allemagne et au 19e siècle. Donc, les droits fondamentaux, de leur part, les droits universels, de leur part, cela concerne directement la charte universelle des droits de l'homme à partir de l'année 1945. Je ne sais pas si j'ai tout répondu à la question, si j'ai satisfait votre curiosité, M. Sylvestre. Tu avances en général, tu réponds à tout et moi-même je réagirai après. Oui, professeur. Vous m'avez aussi demandé de vous faire une différence entre le juridique, le politique
le juridique, le politique, je ne sais pas si c'est cela seulement, le juridique ainsi que le politique, c'est ça? Tu n'as pas pris de note. Et je ne t'ai pas demandé d'établir une différence. Je t'ai demandé, et ton travail se place-t-il dans le champ du juridique, du politique ou du philosophique? De ma part, alors, pour mon travail, c'est plus précisément placé dans le cadre juridique et à la fois politique, parce que on ne peut pas avoir alors un État ou encore un pays qui fonctionne seulement sur une base juridique et en absence du politique. De la même façon, on ne peut pas avoir un pays qui se fonctionne sur la base politique en absence du juridique, de la base juridique. Donc, pour ce faire, il est très important de lier le politique et le juridique ensemble pour avoir alors un État ferme ou encore un État basé sur l'État de droit. Donc, mon travail est basé et objectivement sur l'état des droits, comme j'ai fait mention dans mes perspectives, et sur l'état du droit. Donc, c'est la raison pour laquelle que je fais mention du juridique ainsi que du politique, parce que je pense qu'il est nécessaire que si on veut résoudre l'instabilité politique, si on veut qu'une stabilité soit venue en Haïti, on ne peut pas le faire seulement du point de vue politique. Il le faut aussi du point de vue juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait mention de ces deux thèmes-là, juridique et politique. Donc, pour ce faire, mon travail est basé sur à la fois juridique et à la fois politique. Dernière question, et est-ce que je connais l'histoire du caméléon? Donc, je ne sais pas cette histoire-là. À vous de nous raconter, docteur Sylvestre. Je n'ai pas dit l'histoire du caméléon, non, l'histoire de caméléon. Du caméléon. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire. Donc, je l'ignore. Donc, en général, il faut revenir au président du jury qui, lui, m'accordera la parole. Oui, si tu veux, docteur Nelson, si tu veux, tu peux réagir ou bien tu le laisses continuer comme tu veux. C'est toi qui décides. Non, il me semble qu'il n'y a rien plus à ajouter. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Pas vraiment. Je vous écoute. OK. Bon. Et à lire ton travail, et j'ai dû m'inspirer de ces interrogations. Parce que, à mon sens, ce sont des manquements qu'il y a de travail. C'est par rapport au manquement qui me pousse à te poser ces interrogations. Par exemple, tu dis l'impact de l'instabilité politique actuelle. Donc, à mon humble avis, en disant impact de l'instabilité politique actuelle, l'instabilité est déjà un fait. C'est un fait. Donc, si c'est un fait, c'est traité. Bon, le fait, quand il existe, est décrit et analysé. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, ce que tu as fait dans le travail, c'est de présenter l'instabilité comme concept et ensuite la présenter en Haïti. Mais le problème, c'est que, à moins de me tromper, je n'ai pas lu quelque part où tu as défini l'instabilité politique. C'est vrai. Si tu ne définis pas l'instabilité politique, mais tu en fais une typologie, et comment est-ce que je vais être sûr qu'on parle de la même chose? En général, dans un travail scientifique, il faut se mettre d'accord avec le lecteur. On définit ces concepts. Mais si les concepts ne sont pas définis, mais théoriquement ou opératoirement, eh bien, il peut y avoir un véritable désordre et un débat, ou du moins une instabilité de compréhension entre l'auteur et le lecteur.
Donc, quelque part dans le travail, il faut dire, bon, dans ce travail-là, l'instabilité politique signifie ou fait référence à ceci ou à cela. C'est première remarque. Deuxième remarque, tu dis l'impact. Alors, il faut faire attention parce que si tu dis l'impact, donc c'est singulier, eh bien, on pourrait te demander finalement quel est l'impact. Parce que si tu dis l'impact, donc c'est clair pour toi déjà qu'il y a cet impact. On pourrait te demander quel est cet impact. Mais si on va dans le travail, on ne va pas voir l'impact. Et parce qu'on dit l'impact, il doit y avoir un deuxième élément. Parce qu'on ne peut pas parler de l'impact de l'instabilité politique sur l'instabilité politique. Ce serait trop redondant, ce serait trop réflexif. C'est pourquoi tu dis sur la garantie des droits humains. Comment peut-on garantir des droits qu'on n'arrive même pas à déterminer? C'est pourquoi la question, quelle différence entre droits humains, droits de l'homme, droits de la personne, droits universels? Je pense que pour la première manche, tu as bien réagi. Effectivement, on parle de droits humains ou de droits de l'homme, et sans qu'il y ait, la plupart du temps, une différence. Dans la littérature, on voit ça. On les présente souvent comme des concepts et si vous voulez, se référant à une même réalité. Moi-même, j'ai dû aller voir qu'est-ce que dans la littérature on donne. Eh bien, on dit que en réalité, les droits de l'homme sont également appelés droits humains. Ouais, sont également appelés droits humains. Mais il y a une nuance. Quand on fait une recherche scientifique, on doit se mettre à voir les nuances. Il y a une nuance. En réalité, on dit droits humains pour des événements existants. Par exemple, s'il y a des conflits armés, vous savez, quand il y a des conflits armés, s'il ne s'agit pas de guerre, comme dans le cas d'Haïti, il y a des policiers normalement avec des armes, mais il y a des civils également avec des armes, avec la tolérance de l'État. Bon, on dit même que c'est l'État qui provoque ces éléments-là. Et bien, entre-temps, la population, la société est prise en otage. Et dans ce cadre-là, il y a des institutions qui revendiquent le droit de ces gens-là qui sont pris en otage et même ceux-là qui sont considérés comme des belligérants en face. Vous savez, vous connaissez toute l'histoire. Donc, en Haïti, effectivement, il y a des conflits armés, entre civils armés, entre policiers et civils, avec un État, à travers les gouvernements successifs, les responsables ou bien ceux-là qui possèdent sur le plan économique ou financier, eh bien, on peut dire effectivement, est-ce qu'il y a violation de droits humains? Mais quand on dit droits de l'homme, ce n'est pas à un moment donné, c'est la nuance, hein? C'est en tout temps. On parle davantage de droits de l'homme en tout temps. Or, ton mémoire, c'est impact de l'instabilité politique actuelle de la garantie des droits humains en Haïti de 2020 à 2024. Eh bien, cela signifie que dans cette période, il y a des conflits. Donc, je pense que c'est bien le fait de dire droits humains. Le problème qu'il y a, c'est que ces précisions-là ne se retrouvent pas dans ton travail. OK, ça c'était, si vous voulez, ma deuxième remarque. Alors, pour l'auditoire, on dit droit de l'homme, c'est en tout temps. C'est parce qu'il y a conflit qu'il faut respecter qu'il faut se respecter les uns les autres. Quand il y a conflit, la tendance est davantage à l'usage des droits humains. OK? Maintenant, et dans ton travail, Dr. Selim en a parlé déjà, c'est concernant la bibliographie,
Et effectivement, la biographie est non conforme. Il faut revoir ça. Vous avez des titres de chapitres et des sous-chapitres avec des articles définis. Parce que quand tu, d'ailleurs, dans le titre même du sujet, tu dis l'impact. Alors que ça aurait été mieux de dire impact au lieu de dire l'impact. Parce qu'il ne faut pas exclure d'autres possibilités. En disant, c'est-à-dire en dehors de ce que tu aurais signalé comme impact, il n'y en a pas d'autre. Donc, tu ne peux pas donner cette garantie. Ça, il n'y a pas de doute. Par exemple, je t'avais demandé le juridique, le politique ou le philosophique. Je dois avouer que ton travail est plus du ressort du politique et du philosophique. Parfois, tu t'emmènes même dans des expressions utilisées et très loin. Donc, tu laisses un peu le côté juridique. Ce n'est pas un problème, non, de travailler sur les notions de droits humains, d'instabilité politique dans le champ du juridique, du politique, du philosophique. Ce n'est pas un problème. Mais je te dis d'entrée de jeu que ton travail est davantage et dans le champ du politique et du philosophique. Parce que quand on parle de droit, on voit la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et la vie, la sécurité. Donc, quand l'instabilité politique régnante empêche l'exercice de ces éléments-là, eh bien, tu vois, ce serait important. Donc, il faudrait peut-être voir quels sont les dispositifs juridiques, parce que tu postules pour un diplôme en droit, et quels sont les dispositifs juridiques ou légaux qui sont bafoués au moment où cette instabilité politique règne dans le pays. Et puis finalement, je t'ai parlé, connais-tu l'histoire de Caméléon? Bon, je vois que tu n'as pas eu le temps de chercher ça. Tu sais que Caméléon, et ce nom-là est très important. C'est un auteur, ce n'est pas le caméléon d'Haïti. Quand on dit tu es caméléon, tu es un caméléon, tu changes à chaque fois. Ouais. Et en réalité, c'est un auteur et justement qui écrivait en disant que les droits humains ou droits de l'homme comme mots sont des mots politiques. Et il privilégie le thème droits humains. C'est dans ce sens-là peut-être que tu vas. Parce que les mots ont une signification politique et un impact sur la représentation de la société. Caméléon postule qu'au nom de la légalité des sexes, ou dire en ce nom-là, c'est une condition sine qua non du respect effectif des droits humains et d'une égale dignité pour tous et pour toutes. Parce que toi-même, dans ton résumé, tu as mis digne et fiable. Je pensais que tu avais lu Caméléon. Donc, ce n'est pas le caméléon qu'on a l'habitude d'en parler en Haïti. Dire, mon cher, tu es un caméléon, non. C'est un auteur qui te donne raison en parlant de droits humains. Mais, comme je t'ai dit, qui postule que les mots droits humains ou droits de l'homme sont politiques et que ton travail relève davantage du politique et du philosophique. Donc, sur cette base, je pense qu'il faudra revoir entièrement le document parce qu'il y a bien des coquilles et le modèle IUS n'est pas respecté dans le cadre de ce travail. Voilà, docteur Sélimène, mes remarques et commentaires sur le travail produit par Raoul. Merci, docteur Nelson, pour ces précisions apportées. Je laisse Raoul poursuivre puisque le temps il n'a plus beaucoup de temps, on devrait déjà commencer le prochain mémoire. Alors, Raoul, tu as la parole. 1 minute, pas beaucoup, hein, 1 minute. Oui, merci aimablement,
cher Président. Merci aussi, mon cher rapporteur Nelson Sylvestre. Merci, professeur Christophe Providence, pour cet ensemble de conseils judicieux. Donc, je vous garantis que j'ai pris tout cela à cœur. Donc, je vais analyser davantage mon mémoire de sortie afin que cela puisse être clair et net, bien corrigé. Et merci également pour tous vos coups, pour tous vos souhaits. Merci aussi à l'assistance qui est ici présente avec moi afin d'apporter leur support. Donc déjà, je vous remercie et merci aussi pour cette présentation de soutenance. Fred, ton micro est fermé. Et puis bon. Micro est fermé. D'autres à rajouter. Non. Comme il y a l'autre soutenance, c'est parce que il était arrivé en retard, c'est pas. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Bon, ben, tu vois les conséquences d'un retard à l'IS, ça enchaîne des retards sur les autres. Ok, ben Raoul, on te remercie pour ta soutenance et on te souhaite de bien travailler, prendre en compte nos petites remarques là. Hein, tu relis ça tranquillement pour donner un document qui a la structure qu'il faut, mais il y a des petites corrections à l'intérieur à apporter. Ok? Allez.